Le tapis du mzab est un tapis berbère qui est travaillé à point noué et selon des motifs géométriques qui allient l'ancien et le moderne, et dont les motifs varient d'une ville à l'autre. Ici, le motif de Gardaya, et là, le motif de Beni Yizgen. Chaque ville a un motif ou un jeu de motifs, avec quelquefois une symbolique assez moderne, comme celle de la valise. Et c'est ainsi que le travail des femmes est exposé dans la rue qui devient comme une maison pour l'étranger et pour le nomade. Devant les portes, de temps en temps, pend une outre en peau de chèvre. Chaque passant peut s'y désaltérer. La ville doit permettre le repos, la réfection des forces. Dans la ville, tout doit exister en harmonie. Les anciens surveillent la vie de cette société et son image. Ils promènent sur leur ville le regard de l'homme apaisé, mais ce sont eux qui gouvernent la cité, l'agencement des êtres et des choses. Ce sont eux, les shirks, les azabas, qui donnent les principes de gouvernement, qui étudient l'histoire ou l'actualité pour en tirer les jugements de tous les jours. Et tout cela sous l'éclairage vigilant de la religion, d'un islam rigoureux, car de même que la mosquée domine la ville, les religieux dominent la vie profane, et de tout temps ont joué un très grand rôle dans l'histoire du pays. Ce vieux shirk, que la terre lui soit légère, c'est Shirk Omar Ben Aïssa, qui vint négocier en 1920 avec Georges Clémenceau la question du service militaire des jeunes Mozabites. Et il obtint gain de cause. Et le service militaire n'est obligatoire pour les Mozabites que depuis l'indépendance de l'Algérie. Cheikh Bayoud, haute figure de la société mozabite, aime en raconter l'histoire. Rappelons, dit-il, que l'imam Ali était le beau-frère du prophète et qu'il a perdu sa place de chef de l'islam en cédant à la force du prince de Syrie, Muawiyah. Abdallah Ben Ibad n'a pas apprécié cette soumission. Il s'est retiré et il a fondé l'ibadisme. Depuis Abdallah Ben Ibad, notre fraction a mis en pratique la démocratie et l'égalité. Chez nous, selon la loi, personne n'est désigné. Ni droit divin, ni filiation. L'élection est démocratique et seul compte le mérite et la valeur de l'homme. ورثوا هذا العلم وهذه القواعد الشرعية وهذه الطريقة في الاستنباط ورثوها عن علمائهم، ابن خلف عن سلف، تلميذ عن أستاذ إلى اليوم. في الإباضية اليوم متمسكين بهذه الفكرة، فكرتهم تحررية من جهة الإمامة، الحكم في الدولة. Tout dans la cité était subordonné à la décision souveraine du conseil de la mosquée, la halqa des Azaba, véritable pouvoir législatif d'une république théocratique. Aujourd'hui, cette puissance a disparu, mais tous les soirs, la halqa des Azaba se réunit avec les hommes de la ville pour réciter les sourates du Coran sur le toit de la mosquée. الملائكة رسلا أولي أجنحة
Les fonctions de la halqa des Azaba sont assez nombreuses. Elle doit enseigner le Coran et la morale aux enfants. Elle doit laver et ensevelir les morts. Elle, seule, prend la décision terrible d'excommunier un fidèle. L'excommunication, la tébria, est une véritable mort sociale. L'excommunié est totalement coupé de son milieu. Personne ne doit plus lui parler, le regarder ou commercer avec lui. Et seul un repentir sincère peut le faire réintégrer dans la communauté des croyants. La vie intellectuelle et religieuse, étroitement liées, sont constamment entretenues. Par exemple, dans les bibliothèques, dont celle du célèbre Shirt Fiesh, qui vivait à Beni Isgen à la fin du XIXe siècle, et dont la renommée s'étendait à tout le monde musulman, à tel point que des savants venaient régulièrement de Zanzibar pour le consulter sur des points de théologie. Cette bibliothèque recèle des centaines et des centaines de manuscrits rarissimes dans le Qamus Sharia, le traité de droit musulman, en 90 volumes. À Guérara, il existe depuis 1925 une des plus grandes médersas d'Algérie, l'Institut El Hayat, ce qui veut dire la vie, fondé par le Cheikh Bayoud, disciple du Shirt Fiesh. Aujourd'hui encore, dans cet institut, on enseigne les langues anciennes et modernes, le français et l'arabe, la morale, la religion ou les mathématiques, avec une égale compétence. Même en été, les étudiants du Mzab viennent se recycler dans les médersas. Mais la base des études reste l'apprentissage systématique du Coran que tout mozabite se doit de réciter par cœur, témoin cet élève qui passe son examen de fin d'études et qui récite le Coran tout entier en 8 heures d'affilée. La force et la présence de la religion sont aussi très présentes dans la cérémonie de la zakat. La zakat, c'est la dîme, le véritable impôt qui est mentionné dans le Coran et qu'il faut acquitter chaque semaine. Une fois redistribué, il doit permettre à toute famille pauvre de survivre d'un vendredi sur l'autre. La plus grande zakat, c'est celle que l'on acquitte le vendredi qui suit l'Aïd Kibir. C'est l'occasion de grandes cérémonies religieuses qui se déroulent à l'intérieur des mosquées. Tous les croyants sont tenus d'apporter du bon couscous et du mouton. La force de la vie sociale, qui s'exprime une fois de plus au sein de la mosquée, est ainsi vivifiée, car la doctrine ibadite est très rigoureuse à ce sujet. La foi seule ne suffit pas. Il faut que celle-ci s'exprime par les œuvres terrestres, par une tendance à la redistribution des revenus. L'abandon des pauvres ou des vieillards est un crime que personne n'oserait commettre sans s'exposer à la terrible excommunication, la tébria. Enfin, et surtout, la force de la vie sociale s'exprime tout particulièrement dans la cérémonie la plus centrale pour toute société, celle du mariage. Après beaucoup de patience et d'innombrables verres de thé bu en compagnie des mozabites, au fil des mois, un jour, un chef de famille, un vieux shir, me dit, voilà, demain, il y a un jeune homme qui s'appelle Ahmed Farsous, et qui va se marier à Melika. Tu pourras venir avec tes caméras.
Les shirks, les azabas, principaux invités, arrivent. Tout le monde pénètre dans la maison de fraction, c'est-à-dire la maison qui appartient à la tribu, qui lui sert de lieu de festivité et de réunion. Alors commence la récitation des prières et des sourates du Coran. Et quant à la mariée, eh bien, elle n'est pas loin, elle est dans une maison voisine, où se déroule une cérémonie tout à fait semblable, mais exclusivement réservée aux femmes, cérémonie à laquelle il était bien entendu exclu que nous puissions nous rendre. La compartimentation est ici totale. Le mariage est célébré en 2 cérémonies distinctes et le marié ne pourra rejoindre son épouse que le premier soir du mariage qui dure 3 jours, comme dans la plupart des pays musulmans. La véritable cérémonie du mariage, l'acte officiel en quelque sorte qui correspond au passage des anneaux dans le monde chrétien, c'est l'habillement du marié par les azabas, par les anciens. La tenue varie toujours selon les villes du Mzab, mais dans les détails. Fondamentalement, le vêtement externe reste le même. C'est un tissu de laine très fine, un haïk qui est drapé d'une façon traditionnelle. Le couvre-chef, le kéfier, est d'une importation relativement récente. Ce sont les pèlerins venus de la Mecque qui l'ont rapporté. Quand on assiste à un mariage mozabite, on est toujours frappé par la sévérité de la cérémonie. Pas de musique, pas de danse. Seuls sont autorisés les chants qui racontent la vie du prophète Mohammed, l'arrivée des ibadites dans la Shebka du Mzab, ou alors des poèmes en prose ou rimés, en arabe ou en berbère, qui exaltent la beauté de la nature dans la palmeraie. Quelquefois, plusieurs mariages sont célébrés en même temps. Et c'est tout simplement que, quand un jeune homme riche se marie, sa famille est tenue par le conseil des anciens de payer le mariage d'un ou de 2 jeunes gens plus pauvres. C'est là un des aspects très démocratiques de l'islam et de la société mozabite, qui est assez méconnu d'ailleurs. Entre autres aspects, la dot de la mariée est très faible, imposée par la mosquée, de sorte qu'un jeune homme pauvre puisse tout aussi bien l'épouser qu'un jeune homme riche. Une des conséquences de ce principe est que dans la maison de fraction, à l'heure du repas de mariage, les invités des plus pauvres se retrouvent à la table des plus riches. On mange par terre, par groupe de 7 ou 8. Le repas est extrêmement simple et rapide. Du couscous, ou bien de la shorba, c'est-à-dire la soupe arabe traditionnelle, composée de blé cassé, de bons moutons, légumes, épices et d'un délicieux jus de citron. C'est excellent, surtout quand il fait chaud. Et puis tout le monde quitte la salle après le repas. C'est l'heure où le marié va retrouver sa femme qui, de son côté, en milieu strictement féminin, suit des formalités de mariage tout à fait semblables. Le marié revient à la nuit tombée dans la maison de fraction avec un grand concours de chants religieux et entouré de tous ses amis. Il accomplit rituellement le tour du pâté de maison où se trouve la maison de fraction pour que tout le monde dans la ville soit bien au courant de ce qui se passe. Cette petite cérémonie de mise au courant du public, toute symbolique, je trouve un pendant dans le monde chrétien, c'est la publication des bans qui permet à tout un chacun d'être informé de ce qui se passe dans la paroisse. Après le retour dans la maison de fraction, les chants reprennent avec un interlude sportif, la seule distraction à proprement parler de la soirée, une démonstration de judo par les membres d'un club dont le marié fait partie.
Et c'est ainsi qu'on se marie au Mzab. Selon les villes, qu'on soit à Belisgen, Melika, Bounoura ou ailleurs, la tenue vestimentaire, la procédure change, mais les grands thèmes restent. Ainsi, le lendemain et le surlendemain, le marié et la famille du marié reçoivent dans la maison de fraction. Habillé en grande tenue de cérémonie, le marié est entouré par ses vizirs, qui sont des sortes de ministres garçons d'honneur, qui sont là pour le servir, pour être aux petits soins pour lui. Des amis de son père viennent lui donner des conseils sur la vie, sur l'existence, sur la morale, la religion. On parle de tout et de rien. C'est là, entre autres, que j'ai éprouvé une de mes plus grandes surprises au Mzab. Il y avait là un vieux shir vénérable qui semblait uniquement tourné vers l'esprit et la religion. Et puis, au cours de la conversation, mine de rien, il me demanda ce qu'il en était de l'opération publique d'achat de BSN sur Saint-Gobain, à l'époque où c'était le grand thème économique à la mode. Eh bien, tout simplement, le vieux shir avait des actions de Saint-Gobain et il suivait tout cela avec beaucoup de passion. Et c'est comme cela, le Mzab. C'est ce mélange constant entre la tradition et le présent. Cette tradition de simplicité et de sobriété, le Mozabite la respectera toute sa vie et jusque dans la mort. Au Mzab, les morts sont disposés à même le sol, mais les cimetières sont tous à flanc de colline, pour qu'aucune crue de l'Oued ne puisse jamais porter atteinte à la tranquillité des sépultures. Les cadavres sont recouverts d'un peu de terre et de quelques débris de poterie. Débris de poterie qui sont probablement les derniers restes des traditions funéraires de Carthage, dont l'influence sur toute l'Afrique du Nord et dans tous les domaines a été si forte pendant des siècles. Ces modestes débris sont disposés par les femmes, qui viennent souvent rendre hommage aux disparus. Mais le lien parfait entre la vie et la mort, entre le désert des origines et le patrimoine acquis patiemment au fil des siècles, le modèle et le moule de l'existence tiennent tout entier dans l'architecture et dans l'urbanisme du Mzab. Avec les moyens volontairement les plus simples, la pierre, le timshent, le palmier, les bâtisseurs ont su rester fidèles aux préceptes du Coran. Fuyant leur orgueilleuse capitale de Tiaret, détruite au Xe siècle par les califes fatimides, abandonnant Isedraten, la ville aux 50 000 palmiers, assiégée, brûlée, rasée, ce peuple a compris que son destin était dans la fuite au désert, dans l'abandon de toute ostentation, dans l'économie des moyens, l'intelligence du terrain, l'intelligence des formes. La beauté leur fut donnée, en plus, par miracle. Rigueur et calcul, mais toujours à la mesure de l'homme. Les arcades du Mzab sont toutes différentes
puisque c'est la palme qui en fournit le coffrage, et qu'on n'a jamais vu deux palmes de même courbure. Soumission à la loi spirituelle, aux moyens donnés par le sol, par la nature, et maîtrise absolue des mêmes éléments. Là réside le secret de cette architecture, de cette harmonie suprême, de cette extraordinaire beauté. À l'abri de murailles épaisses, qui sont de véritables boucliers naturels contre la chaleur et contre la lumière, la vie sociale, la vie collective enfin, aboutit à une cité enchevêtrée où les rues canalisent les hommes, comme ceux-ci avaient su le faire pour l'eau. De la circulation la plus forte vers la circulation la plus restreinte. De la vie collective, le souk, la mosquée, la rue principale, vers la ruelle et enfin la maison, pilier de la société mozabite, refuge de la vie sociale, privée, familiale. Car ici, la vie privée est sacrée. La maison mozabite est une maison à étages et terrasses qui est vissée autour d'un patio central, puits d'air et de lumière. Pas de meubles, absolument aucun meuble, si ce n'est ceux que le maçon a moulés de sa main autrefois dans le plâtre, comme cette très vieille cheminée du XVIe siècle, à la fois si moderne et si ancienne, et si pure, de cette étagère, et comme on y revient aujourd'hui à cette architecture. La maison, c'est le royaume de la femme, qui veille jalousement à ce que la tradition du mzab y soit conservée, qui y élève ses enfants, qui tisse pendant de longues heures des tapis superbes, ceux que vous avez vus tout à l'heure. C'est une maison à la fois simple et merveilleusement intelligente. Mais dans le fond, là comme ailleurs, la plus grande simplicité est l'expression de la plus grande intelligence. Dans cette maison, tout y est vie et tout y concourt à la vie. On construit autour d'un palmier plutôt que d'avoir à le détruire. Et c'est pourquoi beaucoup des très grands architectes du XXe siècle, et surtout Le Corbusier, sont venus à Gardaïa, sont venus au Mzab pour regarder, pour réfléchir, pour s'instruire, pour s'en inspirer. Sidi Boukdema dans Gardaïa l'ancienne. Sidi Ibrahim à El Atef. Le rythme tranquille de la mosquée de Melika. بدر كم سهرت عليك نوادر يا غصن كم نحت عليك بلابل البدر
Sidi Ibrahim, dont on sait que Le Corbusier s'est inspiré pour construire la chapelle de Ronchamp que tous les architectes connaissent bien. Enfin, expression même de la spiritualité du Mzab, de cette vie religieuse intense qui en a assuré la pérennité depuis 10 siècles, la prière. 5 fois par jour, quittant ses activités familiales, sa maison, qu'elle soit dans la ville ou dans la palmeraie, le Mozabite rejoint la mosquée, carrefour de sa vie et de sa mort. 5 fois par jour, il monte vers la prière pour exprimer sa foi en Dieu, sa foi en l'avenir. Quoi de plus simple que 5 prières par jour depuis 10 siècles? Et pourtant, là seulement se trouve le secret de la réussite de cette société et le secret de son avenir. La religion conçue comme une force et comme un ciment social.